Bonsoir Thomas, comment vas-tu? Bonsoir Emmanuel et bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accordé votre temps. J'ai oublié de dire un tout petite chose pour les personnes qui seraient avec nous pour la première fois. Vous avez la possibilité de poser aussi des questions par le chat que vous voyez en bas de la fenêtre. Il y a une petite icône converser, une bulle, qui vous permet de nous écrire et on prendra les questions au fil de l'eau. Voilà. Bonjour Olivier Touron qui vient de nous rejoindre et qui est un des intervenants qui est programmé la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Voilà. Et Seb Leban aussi, pareil. Bonjour à tous. T'as un joli chapeau. Merci, c'est un porte-bonheur. On en a besoin en ce moment. Oui. Bon. Eh bien, écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire comment tu es devenu photographe et qu'est-ce qui t'a poussé à être photographe? Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je suis belgo-américain. J'ai fait mes études aux États-Unis. Et quand j'ai commencé mes études, c'était en philosophie. Mais j'avais l'opportunité de passer un trimestre au Népal comme étudiant. Et c'était là où ma vie a basculé vers la photo. Euh, Après, j'ai fait quelques stages dans les journaux au Colorado, aux États-Unis. Et puis, j'ai commencé à travailler aux États-Unis. À travailler pour Associated Press, la grande agence filière américaine, On basée à peut, Panama. on peut comparer à l'AFP chez nous? Exactement, ouais, voilà, les trois grandes sont AFP, AP et Reuters, donc ils font tous un peu pareil. Les actus quotidiennes et les images sont après utilisées par les journaux et les sites web pour les actus internationales. Ok. Voilà. Et voilà, donc ça a commencé pour moi en 99, donc ça fait Ouais. 21 ans que je suis photographe professionnel. Ça fait depuis 2006 que j'habite en France, je suis basé en France, mais la plupart de mes reportages ou mes projets photos, ils sont toujours à l'étranger. Ok. T'es basé où en France? Je crois que t'es à Paris un petit peu. Ouais, souvent à Là. Paris, là pendant le confinement, et mon studio est près de Fontainebleau, donc comme ça, j'ai plus Donc, d'air, un petit peu plus d'air qu'à Paris en ce moment, puis j'apprécie beaucoup. mais t'y es quand même retourné, je crois, pour des boulots. T'as eu. Ouais, j'ai une commande du New Yorker pour tourner des séquences vidéo sur les rues de Paris vides pendant les premiers jours de confinement. Euh, et c'est tout pour l'instant. Malheureusement, ouais, malheureusement, on sait pas Normalement, trop. j'ai dû être aux États-Unis en ce moment en train de filmer un documentaire. Ouais, parce qu'on va voir effectivement que Thomas ne fait pas que de la photo. J'ai parlé un peu de drone, alors ça reste de la photo au drone, mais tu t'es mis aussi à faire un petit peu de vidéo, hein. Et ça, Ouais. on le développera un petit peu plus tard pendant la conférence. Voilà. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous montrer tes premiers boulots qui ont été publiés, sur lesquels tu as travaillé? Bien sûr, bien sûr. J'ai quelques images de le début de mon carrière. Donc, hop. Allez, on va lancer une petite présentation. Alors, donc ça, c'est une photo que j'ai prise pendant mes études en 97 au Népal. Euh, Ouais. et donc, c'était là, voilà, j'ai passé 4 mois au Népal, j'ai vécu avec une famille, j'ai appris le népalais. Et c'était vraiment là que j'ai attrapé le virus, pas le COVID-19, mais le virus de la photo, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je suis retourné de ce trimestre au Népal, Mmh. j'ai pris des cours photojournalisme et photo beaux-arts à l'Université de Colorado. Et en fait, j'avais un prof photojournaliste génial qui s'appelle Kevin Maloney, qui m'avait vraiment pris et m'a aidé beaucoup. Il m'avait laissé accompagner sur ses commandes du New York Times. Et il m'avait aidé à trouver des stages dans les petits journaux au Colorado.
Et Ok. après, j'ai eu la chance, quand j'ai eu mon diplôme en philosophie, mais une bonne portfolio, de, de commencer à travailler en bas d'échelle pour AP, Associated Press. Alors, ouais, entre-temps, j'ai fait une petite visite au Moscou en 98. Et c'était là, en ce même moment, que j'ai acheté mon M6 pour la première fois. Je me rappelle, j'étais dans le métro de Moscou, Hmm. une pellicule 3200. Et j'avais peur de faire les photos, mais je ne voulais pas rater la situation. Donc, ça m'avait pris quelques minutes pour prendre un courage. Et finalement, j'ai pris la photo. Et après, ça, c'est parmi mes premières photos que j'ai prises une fois que j'étais installé et basé au Panama pour Associated Press. Et 99, l'année 99, c'était une année clé parce que le canal du Panama, le contrôle du canal de Panama a été donné aux Panamaniens le 31 décembre 99. Et juste avant Ok. ça, ils ont dû fermer toutes les bases militaires américaines. Donc Mhm. ça, c'est le dernier drapeau d'une base militaire américaine en train d'être fermée. Et c'est la première fois que j'ai eu la une dans la presse internationale avec une de mes photos AP. Alors ensuite, En gros, c'était le premier reportage en tant que membre de AP, en fait, hein. avant, j'avais commencé quelques semaines avant, mais j'ai fait des petits reportages qui étaient Ouais. publiés dans la presse locale. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose qui se passe au Panama qui s'intéresse à la presse internationale Ouais. pour le transfert du canal de Panama. Et là, il y avait vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai resté en total 9 mois au Panama. Et après, j'ai eu une poste au Porto Rico, à San Juan au Porto Rico, où j'ai dû couvrir toutes les îles de Caraïbes avec un autre photographe de AP. Donc Haïti, Martinique, les îles Vierges britanniques, vraiment. Et pour moi, c'était vraiment mon école où j'ai appris à voyager, à être journaliste, à faire des photos, reportages en très peu de temps avec beaucoup de pression, qui m'a servi beaucoup plus tard. Et donc, en plus les commandes, les actus quotidiennes, j'ai dû chercher mes propres petits projets. Donc, celui-là, c'était sur une galerie de Heroinoman, ça s'appelle en anglais Shooting Gallery, à San Juan. Donc, j'ai suivi leur vie pendant plusieurs semaines. Mhm. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Haïti après une mutinerie dans une prison. Donc, c'était les commandes comme ça, hop, 5 jours sur une île ici, 5 jours là-bas, suivre les élections, les événements. Euh, et le plus grand actu qui est arrivé quand j'étais au Porto Rico, c'était quand ils ont ouvert la prison militaire du Guantanamo. Et j'étais Mhm. envoyé même quelques jours avant que la prison était ouverte. Et les militaires, ils ont laissé que 10 journalistes entrer. Et en fait, j'étais le seul photographe. Et comme photographe AP à Porto Rico, j'étais le plus près. Et donc, j'ai juste eu la chance. Donc, je suis allé 5 fois au Guantanamo, jusqu'au point que j'étais expulsé. Parce que il Mauvais y avait élève. des restrictions très, très dramatiques, en fait, pour empêcher les photographes de faire des vraies photos et pour essayer d'un peu suivre la propagande militaire. Et donc, au fur et à mesure, j'ai essayé de pousser la limite. Mais après ça, AP m'a envoyé pour un mois. Je vais continuer sur Guantanamo. J'ai oublié la prochaine photo. Donc, ça, c'est un peu la vie quotidienne. Là, par exemple, normalement, on n'a pas dû faire les photos comme ça. Si on était à Guantanamo pour 5 jours, on avait peut-être 45 minutes pour prendre les photos des détenus. Et après, c'était vraiment un défilé devant les trucs que les militaires voulaient avoir une couverture médiatique, donc comme un hôpital complètement vide, ou les paquets de nourriture Mhm. pour les détenus. Mais voilà, un jour, je fais semblant d'être un peu malade, donc j'ai resté dans ma chambre d'hôtel. Et après, je suis venu plus tard au bar avec des militaires. Et quand je suis arrivé avec mon appareil photo, ils étaient déjà un peu bourrés, donc ils n'ont pas trop dit quand j'ai commencé à prendre les photos. Donc ça, c'est que des militaires, hein. Il y en a en civil, il y en a Les encore deux, en ouais, ils sont uniforme derrière. habillés en civil, mais c'est que les militaires. Là, ouais. Ok.
Mais on va voir que Thomas a un bon système D hein, pour faire ses reportages. Donc après, AP m'a envoyé en Afghanistan. Et comme j'avais déjà passé pas mal de temps au Guantanamo, ce qui m'intéressait, c'était quelle était la source, comment les détenus sont arrivés là-bas. Est-ce qu'il y avait un décalage entre ce que le gouvernement américain disait et ce qui était la vérité. Donc j'ai accompagné des patrouilles, ça c'est le 61e Airborne, près de la frontière du Pakistan. Et finalement, c'est très, très difficile de trouver les familles des détenus du Guantanamo en Afghanistan. Et le seul lien, sauf le gouvernement américain, les militaires qui a pris les gens, c'est la CACR, donc la Croix-Rouge internationale. Et en fait, eux, ils livraient les courriers faits, écrits par les détenus au Guantanamo, aux familles sur place. Et donc, il suffisait juste d'attendre dehors le bureau de CACR. Et quand leur petite camionnette partait quelque part, j'ai pu vous suivre pour voir s'ils déposaient un courrier quelque part. Et une fois qu'ils étaient partis, j'ai frappé sur la porte et j'ai demandé aux gens s'ils voulaient être photographiés et interviewés. Donc ça, c'est une femme à Kandahar. Et elle a le portrait de son mari qui est détenu au Guantanamo et son fils qui est devant. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'était des dénonciations qui arrivent dans les guerres partout dans le monde. Ce monsieur dans le portrait, il a vendu une moto à quelqu'un d'autre. Ceux qui achetaient une moto n'étaient pas contents. Et donc, quand les Américains sont arrivés en pouvoir, il a dénoncé ce mec, il a dit à tout le monde qu'il était taliban. Et hop, il était pris et envoyé au Guantanamo. Donc, on pense qu'il y avait vraiment beaucoup de gens innocents qui ont mal fait le tri. Et il ne faut pas oublier, c'était en 2002 que j'étais là. Il y a toujours les gens au Guantanamo et toujours les gens qui étaient jamais jugés. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, après, en fait, ce projet, ça m'avait vraiment donné le goût pour les grandes des enquêtes géopolitiques, parce que la plupart de mon boulot pour AP avant, c'était vraiment les petits boulots, 2 jours ici, 3 jours là-bas. Et là, c'était quelque chose de plus grand. Toujours en commande. Hein. Toujours en commande, mais en fait, ce n'est pas eux qui m'avaient demandé de chercher les familles de Guantanamo. Donc là, j'ai pris l'initiative et j'ai voulu publier avec API toutes les photos ensemble. Les photos prises au Guantanamo, les photos prises en Afghanistan. Et eux, ils ne voulaient pas faire. En fait, ils voulaient juste faire les photos un peu quotidiennes. Donc finalement, j'ai quitté AP pour pouvoir poursuivre mes propres projets de longue haleine. D'accord. On a une question, Thomas, on a une question de Michael qui demande quelles sont les contraintes éditoriales d'AP en termes de recadrage et retouches. Est-ce que tu livres un produit C'est fini? très strict. Donc, on ne peut pas faire les mises en scène sans que le lecteur est au courant tout de suite de mise en scène. Donc, si c'est une mise en scène, il faut mettre ça dans la légende ou ça doit être un portrait où quelqu'un regarde directement l'objectif, sinon, ce n'est pas autorisé. Pour les retouches, on peut faire les retouches qui amènent la photo plus près de la réalité. C'est-à-dire que l'appareil photo ne voit pas le monde exactement comme les yeux. Donc, s'il faut ajouter ou baisser le contraste un petit peu, que ça devient plus réaliste, ou corriger la balance de blanc, on a le droit de faire ça, mais on ne peut pas ajouter les filtres pour faire quelque chose de plus beau qui était moche. En réalité, on ne peut pas faire... Ou masquer la réalité. Le ciel, masquer, machin. Donc, les petites touches pour rendre ça plus documentaire, pas moins. D'accord. Et donc là, j'ai mis juste quelques parutions, comment les photos étaient utilisées par Stern ou MSNBC ou le monde entier. Mais en 2003, j'ai décidé de quitter AP, Associated Press, et commencer mon propre projet. Et le premier endroit où je suis allé, c'était au Népal. Comme j'ai parlé déjà la langue, je connaissais pas mal. Et en fait, c'était un truc bizarre. Il y avait une révolution communiste qui commençait au Népal.
Et après tout ce que j'avais appris à l'école ou regarder les actus de la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, je dis, tiens, c'est bizarre. C'était 2003 à l'époque. 2003, après tous les pays communistes qui ont chuté, il y a un pays où les gens veulent se battre pour installer le communisme. Donc, j'ai suivi cette révolution au Népal, qui était surtout en fait dans les zones très très reculées dans les Himalayas. Par exemple, ça c'est une village contrôlé par les maoïstes qui est quelques jours à pied. C'était 2 jours après, du plus près l'aéroport, et c'était plutôt 8 jours à pied de la route. Mhm. Et donc, j'ai photographié les rassemblements de recrutement des maoïstes. Et Les là, entraînements t'es basé militaires. où? Comment t'es basé? Comment est ta vie là-bas? Puisque ça dure un petit moment, t'es dans des familles, comment tu Euh, loges? Souvent dans l'hôtel à Katmandou, et après, en fait, le truc le plus difficile, c'était accès aux zones où il y avait des maoïstes parce qu'ils se cachaient tout le temps. C'était un peu comme le Sendero Luminoso, le sentier lumineux du Pérou. C'était vraiment des guérillas. Donc, c'était assez compliqué de les rencontrer. Euh, Mhm. mais j'ai trouvé un journaliste radio sur place, népalais. Il ne parlait pas anglais ou français, mais il parlait népalais. Et lui, il est venu de cette région-là. Donc, il avait plein de cousins, la famille, et il était connu comme radiojournaliste. Donc, les Maoris sur place avaient confiance en lui. Donc, je suis allé avec lui. J'ai embauché comme guide au fixeur. Mhm. Et après, voilà, j'ai pu rencontrer les Maoris par lui. Ça a été Je ta suis porte allé d'entrée. beaucoup de fois. Pardon? Mhm. Ça a été ta porte d'entrée, on va dire. C'était la porte d'entrée. Et après, pour gagner la confiance des maoïstes, je suis retourné à Katmandou ou même en France. Euh, j'ai imprimé les photos. Je suis retourné pour montrer aux maoïstes les photos que j'avais prises. Et donc, petit à petit, souvent, j'ai resté 3-4 mois au Népal pour chaque voyage. En fait. Donc, ça, c'est une de mes photos préférées. Cette jeune guérilla maoïste qui porte un t-shirt de Britney Spears. Donc, L'emblème même vraiment du de monde à part. Il faut capitalisme. imaginer que ce village où j'ai pris la photo, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas des iPods, un lecteur MP3. Enfin, voilà, donc elle était vraiment coupée du monde occidental et en même temps, elle était attirée par les mêmes symboles de peut-être une jeune fille de son âge dans l'Occident. Mhm. J'ai aussi photographié les échappés du zone maoïste dans les camps de déplacés et réfugiés. Et après, le conflit qui était surtout rural est venu de plus en plus au Katmandou, où il y avait vraiment des affrontements importants entre les forces d'ordre et les manifestants. Donc là, j'ai commencé à suivre aussi. Je ne savais pas au moment avant que j'ai pris cette photo qu'ils étaient en train qui voulaient lancer ces flambeaux, en fait. Je pensais qu'ils voulaient juste marcher avec, mais quand j'étais du côté policier, ils ont balancé tous les flambeaux dans l'air et j'ai juste pris la photo le plus vite possible. Ouais. Et ils avaient mis aussi un couvre-feu. Et donc, c'est ce jour-là où les manifestants étaient vraiment tirés. Ils ont se fait tirer dessus avec des vraies balles. Donc, ça, c'est un manifestant qui vient de décéder. Et là, les maoïstes et les manifestants communistes en train de brûler un bureau du gouvernement. Et au même Alors là, bureau, oui, pardon? ouais, non, mais excuse-moi de te couper, mais pour bien comprendre, donc là, tu es parti, tu n'es plus en agence, tu es parti seul pour réaliser, on va dire, ton premier reportage perso. Oui, Mais est-ce que tu envoies tout de même des images à la presse? Est-ce que tu as des liens quand même avec oui. Ouais, en fait, c'était compliqué pour démarrer. Donc, moi, j'ai pensé, hop, j'ai 4 ans dans la poche avec AP. Je suis allé en Afghanistan
au Guantanamo, donc je suis plus ou moins expérimenté, j'ai une portfolio. Ça sera facile maintenant d'être freelance. Non, mais pas du tout. Donc, je suis devenu mais complètement inconnu le jour du lendemain. Les rédacteurs photos répondaient pas à mes mails, mes coups de téléphone, pas de rendez-vous à New York ni à Paris. Donc, c'était quand même rude, la transition. Hmm. Donc, je suis allé au Népal la première fois. Avec mes économies, je n'avais pas de commande. Et j'ai pris ces premières photos de maoïstes. Et le seul média qui intéressait à acheter, c'était Trek Magazine, publié en France, à Grenoble, parce qu'il y a beaucoup de trekkers qui vont au Népal, qui étaient déjà pas mal en contact avec les maoïstes et ils voulaient savoir la situation. Donc là, j'ai eu la couverture, plusieurs pages à l'intérieur et c'est moi-même qui a écrit le papier pour l'accompagner. Et donc, D'accord. hop, avec l'argent de ce reportage, j'ai acheté un nouveau billet d'avion et je suis retourné au Népal. Entre-temps D'accord. aussi, petit à petit, j'ai commencé à connaître mieux les rédacteurs photos, surtout en allant au Visa pour l'image à Perpignan. J'ai rencontré beaucoup de rédacteurs photos et j'ai montré mes premières images du Népal. D'accord. Donc là, quand je suis retourné, j'ai commencé à avoir plus de commandes. Et la commande clé, c'était quand j'ai eu une commande en février 2005 pour Time Magazine et j'ai eu la couverture et plusieurs pages à l'intérieur. Et après ce reportage que j'ai fait au Révolution Népal, ça a gagné le prix de jeune photographe à Visa pour l'image et un prix Bayeux Bravo. de correspondant de guerre. Donc après ça, voilà, c'était C'était plus parti. facile. Donc, Ok. à mon avis, j'ai ramé vraiment pendant 18 mois avant que j'ai Ouais. pu percer. Bon, on a quelques questions qui sont arrivées, notamment la première de Jérôme qui te demande comment tu fais pour avoir une telle proximité dans des situations aussi périlleuses, on va dire, les zones de guerre, les zones de conflit. Voilà. Oui, D'autant plus que tu venais d'une photo un peu plus, passez-moi l'expression, calme, où le danger n'était peut-être pas oui. aussi présent. Alors, c'était au fur et à mesure. Donc, le premier manif que j'ai photographié au Katmandou, c'était pas du tout comme ça. J'ai resté un petit peu plus loin pour regarder comment ça se passe. Je suis pas vraiment quelqu'un qui saute au milieu de l'action to switch. Je prends les risques très, très mesurés. Euh, et donc, avant qu'il y avait des grosses manifs très, très violentes à Katmandou, j'avais déjà photographié une bonne dizaine de manifs plus petits. Ce qui était bien, c'était nous, en tant que journalistes, on n'était pas ciblés ni par les forces de l'ordre, ni par les manifestants. Donc, parfois, j'ai mis un gilet orange ou quelque chose pour être plus visible. Euh, Avec l'AP aussi, j'avais un entraînement avant de partir en Afghanistan, j'ai dû prendre une course sur les zones de guerre, acheter un gilet pare-balles, tous ces sortes de trucs. Donc, le jour où il y avait le couvre-feu et les manifestants étaient tués devant moi, moi j'ai porté un gilet pare-balles, j'étais avec d'autres journalistes, on était toujours en contact. Mais la proximité d'être vraiment très très près d'un manifestant, là je suis au 35 mm, donc je Ah bah, suis. justement, tu vas répondre en même temps à la question de Jeanne qui te demande quel est le matériel que tu as utilisé sur ce reportage. Alors, en fait, dans les zones ruraux, c'était mon M6 avec un 35. Donc, tout ça, c'est M6, 35 mm et du film Diapo, Fuji Mhm. Provi à 100 ou 400. Euh, qui était très bien travaillé en argentique là-bas parce qu'il n'y avait pas des prises électriques du tout. Donc, dans la zone des maoïstes, il y a vraiment zéro électricité. Donc, il faut être 100% autonome. Donc, hop, Mhm. j'ai resté 2 semaines dans leur zone avec 150 pellicules. Euh, D'accord. Ça aussi, tout ça, c'est le 35 et le M6. Ça aussi. Et quand je suis allé retourner au Katmandou, j'essaie de vendre tout de suite mes photos. Donc, j'étais au numérique. Donc, à l'époque, c'était un Canon 5D avec un 35 aussi. Donc, ça, c'est pris au 35. Donc, Mhm. qui est devenu un peu mon objectif préféré. Et donc, au fur et à mesure, j'avais une distance qui était confortable pour moi.
Et on peut sentir très, très vite si quelqu'un est menaçant avec nous, au moins, ou si on est juste toléré. Voilà, donc, j'ai pas eu trop de problèmes avec les manifestants. C'est un peu partout. Parfois, quelqu'un prend un grand coup de colère parce qu'il était frappé par un brick ou parce que ça. Donc, il faut juste vraiment être très, très réactif, sentir la situation. Mais voilà, aussi, c'est de faire ça au fur et à mesure. Je pense que c'est très important. Et alors, on a deux questions Ouais, qui se chevauchent donc de Gaël et de Florence et qui concernent la partie financière. Effectivement, tu es parti sur de nombreux mois. ouais, Tu es parti sans agence. Voilà, ouais, pour notamment cette couve de time, c'est au bout de 18 mois. Comment tu ouais, arrives à financer ce voyage, enfin en tout cas ce ouais. travail? Est-ce que tu as d'autres boulots en parallèle? Est-ce que voilà, comment tu finances tout ça? Non, j'ai jamais eu d'autres boulots, mais quand j'ai quitté AP, D'autres j'avais boulots mis photo, hein, je m'entends, hein. Ouais, D'autres ouais. boulots photo. Non, même pas en fait. Je pense que j'ai eu deux ou trois trucs commerciaux dans toute ma vie en 21 ans de carrière. Donc, je vis de mes projets surtout. Euh, Là, j'avais mis des économies à côté quand j'ai quitté AP, comme j'étais salarié chez AP, c'était plus facile. Et après, c'est les petites commandes qui sont commencées à arriver au bout d'un an ou 18 mois. Donc, Time, c'était bien payé Mhm. une fois que j'ai eu ça. Aussi, j'ai vendu au Figaro Magazine en France. J'ai vendu ça en Allemagne. En fait, une fois qu'on a un reportage qui est très, très solide, on peut revendre dans toutes les langues, dans plusieurs pays assez facilement. Donc, j'ai vécu ça. Aussi, quand j'étais installé vraiment à Katmandou pendant 2-3 mois, j'ai commencé à recevoir les commandes par le New York Times ou la presse quotidienne aussi. Donc, c'était ça aussi. Donc, Mhm. et ce qui a aidé aussi, c'est que ça coûte rien de vivre au Népal. On mange du riz et lentilles 2 fois par jour. Une chambre d'hôtel, c'est 30 balles par nuit. Donc, c'est pas cher du tout. Ok, bah, très bien. Donc, après le Népal, comme j'avais vu le début d'une révolution communiste, et en fait, finalement, les maoïstes, ils sont gagnés. Donc, il y avait un roi du Népal, maintenant c'est une république. Après les premières élections, c'était un premier ministre maoïste qui a gagné les élections. Donc, je dis, voilà, j'ai vu le début d'une révolution, je veux voir le fin. Donc, je suis allé au Cuba pour photographier Cuba aussi. Et j'ai décidé de visiter tous les pays où le Parti communiste est encore en pouvoir aujourd'hui. Donc, à l'époque, il y avait 7 pays comme ça. Donc, j'ai tout visité. Donc, Cuba, c'était beaucoup plus compliqué, en fait, parce que Cuba est vraiment très, très photographié. Il y a beaucoup de grands photographes qui sont déjà allés. Et en fait, ça saute aux yeux aussi la texture, les voitures américaines, les cocotiers et tout ça. En fait, c'est hyper impressionnant de venir de l'Europe et arriver là-bas. Et finalement, j'ai dû photographier tous ces trucs un peu trop évidents pour passer à les choses plus subtiles qui étaient derrière. Donc, par exemple, dans le livre que j'ai publié, finalement, il n'y a pas une seule vieille bagnole américaine, il n'y a pas un cocotier, un peu de coucher de soleil. Voilà. Les Et les clichés. limites de sentir à Cuba, c'est beaucoup plus difficile. C'est très facile d'aller comme touriste, mais de photographier les choses politiques, ça devient très compliqué très, très vite, en fait. Et après Cuba, c'était le plus compliqué de loin, la Corée du Nord. Donc là, Ah, je suis allé 2 fois en Corée du Nord, une fois pour 2 semaines et une fois pour une semaine de plus, donc 3 jours en tout. Et quand je suis allé, ils ne savaient pas que j'étais photographe, ils ne savaient pas que j'étais journaliste non plus. Donc, toutes les photos, j'ai dû prendre en douce. J'ai dû j'adore prendre cette histoire. très, très peu de matériel avec moi. Et ce qui était très intéressant aussi, c'était par exemple au Népal, le début de mon projet sur le communisme. Enfin, j'avais vraiment le temps, ça coûtait pas cher. J'ai passé 4 mois, j'ai rentré en Europe, 4 mois de nouveau. Là, au Népal, là, en Corée du Nord, je savais que j'avais
que quelques jours pour faire mes photos et il ne fallait pas être grillé non plus. Donc, j'ai dû à la fois être très, très discret et vraiment bien choisir mes moments pour prendre mes photos, pas trop. Et finalement, j'étais très content avec les photos que j'ai eues en très peu de temps. C'est-à-dire qu'avant, je n'étais pas du tout efficace comme photographe. J'ai pris vraiment beaucoup de temps pour produire très peu de très, très bonnes photos. Et à force de concentrer comme ça en Corée du Nord, c'était une super entraînement. Alors, la grande question, c'était comment je suis allé en Corée du Nord. Ouais. Et en fait, j'ai posé quand même un consultant en chocolat, en chocolat belge. Il donne les visas pour les investisseurs et les hommes d'affaires. Donc, pour mon deuxième voyage, je me suis associé avec un journaliste du VSD qui s'appelle Antoine Dreyfus. Et on a fait une faux site web de notre boîte qui s'appelait le Billet d'Or, qui est une référence à Charlie à la chocolaterie, où pour gagner accès à cette fameuse chocolaterie, il fallait avoir un billet d'or, un golden ticket. Et voilà, donc on a fait le faux site web, les cartes de visite, le total. Et on a eu les visas pour partir en Corée du Nord. Et donc c'est ton côté belge, qui a parlé là. Ouais. Si tu avais utilisé ton côté californien en vendant des planches de surf, ça passe moins bien parce qu'en plus que tout ça, les États-Unis sont officiellement toujours en guerre avec la Corée du Nord. Il y avait une trêve en 51, mais il n'y avait jamais un accord de paix. Donc, beaucoup d'endroits où j'ai eu accès pour faire les photos sont fermés aux Américains. Donc, il ne fallait surtout pas qu'ils sachent que j'ai des autres origines. Voilà. Alors, donc ça, j'ai terminé tout ce projet en 2012. Enfin, j'ai fini les photos en 2011 et après, c'était publié en France dans un livre qui s'appelle La lutte continue en 2012 par un éditeur français, les éditions Intervalle. Voilà. Donc là, encore une fois, tu es en solo. Hein. Tu n'as pas d'agence. C'est vraiment un travail perso. Hein. Alors, oui, j'ai fait tout moi-même, mais à peu près au même temps que j'ai fini ce projet, je suis devenu membre de l'agence Seven. Donc, quand j'avais fait tout ça tout seul, vendu mes propres reportages, trouvé mes propres commandes, une fois que ce boulot était terminé, j'avais vraiment une très, très grande portfolio assez importante avec 7 pays différents. Donc, c'était pas trop difficile de trouver un éditeur. J'ai eu quelques prix aussi pour ce boulot, une nouvelle exposition à Perpignan aussi. Et aussi, j'ai envoyé ma candidature à l'agence Seven, donc je suis entré en 2010. Ok. Très célèbre agence créée par James Nashtoe. C'est pour ça qu'il s'appelle Seven. Il y avait 7 fondateurs. Alors, on passe aux questions ou... écoute, oui, parce qu'il y en a quelques-unes qui viennent encore d'arriver, notamment Ojos qui nous demande quel est ton process de réflexion pour choisir ta destination. Et puis une autre qui concerne le noir et blanc. Est-ce que ça t'est arrivé à ce moment-là de... Je vais repousser parce que je vais montrer un reportage en noir et blanc après. Okay. Donc, bien sûr, il a une place. Alors, la réflexion pour choisir les sujets, donc, c'est souvent basé autour de mes intérêts. Et en fait, pour poursuivre un projet de longue haleine, il faut être hyper passionné. Il faut tomber amoureux de son projet photo parce qu'il y a tellement d'obstacles, c'est tellement difficile, il y a tellement de moments de doute où l'accès est bloqué, où les photos ne vendent pas. Donc, il faut avoir une force interne pour continuer de poursuivre malgré tous ces obstacles. Et pour moi, ça, c'est la curiosité pour un sujet qui me passionne. Donc, juste par intérêt personnel, voilà, comme j'ai fait les études de philosophie, ça m'intéresse beaucoup. Et la géopolitique, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc, souvent,
les histoires géopolitiques qui sont pas trop connues, ou moi, tout ce que j'ai vu sur le sujet, ça me laisse des grandes questions, parce que c'est surtout la base de la curiosité. Si je vois un sujet, je dis, ah, j'ai vu un autre journaliste ou photographe, il a déjà fait, et maintenant je comprends très très bien, ça ne m'intéresse plus. C'est celle qui m'embête un petit peu, que j'ai un peu envie de gratter et savoir qu'est-ce qui se passe. Ou si tout ce que je vois dans les livres, dans la presse, j'ai l'impression, ah là, ils se trompaient. En fait, ils ont passé à côté, ils ont renforcé des vieux stéréotypes ou les idées fixes. Et en fait, il y a quelque chose, donc peut-être on peut décortiquer ou détourner le sujet dans une nouvelle sens. Donc, c'est ça qui me passionne. Donc, souvent, ça commence par la littérature. Quand je suis entre les projets, je lis énormément. Et au bout de 2, 3, 4 livres, hop, j'ai une nouvelle idée de projet. Et après, pour trouver les financements, souvent, ça passe par les bourses. Et je trouve ça très, très utile aussi parce que, en fait, c'est bien d'avoir une petite idée qui flotte dans la tête. Mais quand il faut vendre cette idée à quelqu'un pour un soutien d'argent important, il faut que l'idée est vraiment béton. Sinon, c'est une perte de temps totale. Donc, vraiment, de forcer de faire l'exercice, de mettre l'idée sur le papier et voir si ça tient ou si ça ne tient pas, si je peux bien argumenter sur le papier et si j'ai des photos derrière comme preuve que je suis capable d'accomplir cette proposition. Là, je sais pendant que je suis en train de créer une proposition de bourse, si le projet c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, en fait, tout de suite. Hein. Sinon, je jette, je commence avec une nouvelle idée. Et souvent, quand je crois vraiment beaucoup dans le projet moi-même et je crois dans la proposition de bourse, souvent j'ai la bourse. Et si je n'ai pas la bourse, hop, j'ai envoyé la même proposition à plusieurs magazines et souvent, hop, il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça, c'est vachement intéressant. » Donc, c'est souvent comme ça que ça passe depuis que j'ai terminé ce projet sur le communisme. Donc là, j'étais toujours en train de trouver la façon de procéder. Comme c'était mon premier grand projet, ça a duré 7 ans, donc peut-être j'ai pu apprendre les leçons plus vite. Mais maintenant, voilà, je peux faire la même chose, un projet comme ça, dans 1 an ou 2 ans, je pense. D'accord. OK. Alors, donc, on se lance dans le prochain projet. Donc, celui-là, voilà, la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'était un peu le même procédé. Alors, c'est devenu les actus très importantes à cause de la candidature de Trump en 2016 où il parlait sans cesse de construire un mur entre les États-Unis et Mexique. Et j'ai trouvé que les médias parlaient vraiment beaucoup de ça, mais ils passaient à côté des questions fondamentales. Et comme j'ai grandi en Californie, je me suis senti vraiment impliqué parce que la Californie, avant, appartenait au Mexique. Mais personne en Californie parle de ça. Personne. C'est vraiment une histoire ignorée et oubliée. Donc, souvent, quand je commence un projet photo, j'essaie de faire beaucoup de recherches pour savoir quelles sont les images existantes sur le sujet. Voilà. Donc, est-ce que déjà dans nos cerveaux, dans notre imaginaire, est-ce qu'une idée du sujet visuel existe? Si je dis à vous, voilà, à quoi ressemble la frontière mexicaine entre les États-Unis et le Mexique, hop, probablement les images comme ça, voilà, un mur un peu rouillé dans le désert, va sauter en tête comme sur, ça c'est une recherche simple sur recherche d'image sur Google où j'ai mis frontière mexicaine. Donc, est-ce que ça raconte tout ce qu'on peut raconter sur le sujet ou est-ce qu'on reste sur quelque chose d'assez superficiel? Donc, là, j'ai une idée. Quelle est notre idée de ce sujet? Et après, je regarde les photographes beaucoup plus raffinés et sophistiqués aussi pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais j'ai trouvé que, voilà, on ne connaît pas tout sur cette histoire. Alors justement, je me permets de te couper un peu parce qu'on a une question intéressante de Gaël qui te demande, bon ben voilà, tu travailles sur un sujet et si tu te rends compte que ce sujet est exclusif, que tu es le seul à le traiter, parce que tu vas expliquer après quelle est la voie que tu as tenté de prendre, que tu as réussi. Hein. Et quand tu vas présenter ce sujet à la presse, comment tu fais pour protéger l'exclusivité? Comment tu fais pour t'assurer qu'on ne va pas te le…
Ouais, c'est te le compliqué. voler. Enfin, au bout de quelques années, on commence à comprendre quels sont les magazines qui sont les voleurs d'idées. Et ça existe. Et il y a des magazines qui veulent un scoop à tout prix et ils s'en foutent s'ils doivent voilà, griller un photographe pour être le premier à prendre ses scoops. Donc, mais au fur et à mesure, pendant la carrière aussi, on établit avec les relations avec les rédacteurs photos qui sont formidables. Il y a vraiment des gens, des rédacteurs photos qui se battent pour les photographes, qui défendent leur intérêt aux réunions éditoriales contre les rédacteurs en chef et qui veulent vraiment que la vision de photographe est publiée et qu'il a les moyens de faire son projet. Euh, donc, je vais commencer si je penche vraiment à un sujet exclusif, je vais commencer à proposer par les rédacteurs que je connais déjà, que j'ai Ouais. déjà travaillé avec eux. Et je ne vais pas juste balancer l'idée dans le vide, je ne vais pas juste balancer l'idée sur les réseaux sociaux ou dans un mailing ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Et donc, pour la frontière mexicaine, donc parmi les choses qui m'intéressaient, c'était, on part toujours du mur tout le temps, mais en fait, même avant qu'il y avait Trump comme président, quand c'était Obama et Bush, ils ont investi les milliards et les milliards de dollars déjà pour protéger cette frontière. Sauf comme ils ont fait, ils ont dit, on va fabriquer un mur virtuel. Et donc, ils ont installé les tours de surveillance, les capteurs de mouvement, les vidéosurveillance et les drones aussi. Et en fait, tous les présidents, même avant Trump, ils ont militarisé cette frontière, mais pas dans la même façon que Trump, mais vraiment avec des milliards de dollars. Donc, beaucoup de technologies qui étaient d'abord utilisées pendant la guerre en Irak, en Afghanistan, est venue au fur et à mesure sur la frontière mexicaine, notamment les drones. Donc, je me suis demandé à quoi ça ressemble, la frontière américaine, pris par drone. Donc, ça, c'est un projet qui s'appelle Over the Line, sur la ligne. Et donc, toutes les photos, j'ai pris en survolant la frontière avec un drone, en contre-plongeant et en noir et blanc. Donc, il y avait une question plutôt, est-ce qu'il y a une place pour le noir et blanc? Bien sûr. J'avais fait le choix de ne pas faire le communisme en noir et blanc parce que dans mon imaginaire, il était déjà noir et blanc. Parce que les grands photographes qui ont photographié en Union soviétique, en Europe de l'Est, la plupart des photos qui sont vraiment connues sont en noir et blanc. Donc, quand on imagine le communisme, on imagine déjà en noir et blanc. Et quand je suis allé au Népal et Cuba, je dis, je me sens pas du tout ça. C'est pas gris comme l'Europe de l'Est dans les années 80. Il y a une autre esthétique qui existe. Et hop, j'ai décidé de faire les photos en couleur. Mais là, pour la frontière mexicaine, l'idée est basée sur la surveillance. Donc, souvent, la surveillance est en noir et blanc et ça rend la photo beaucoup plus ambiguë, plus abstrait et plus dans cette esthétique de surveillance. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi pour ce projet. Et puis le rouge qui provient des optiques Leica pour le communisme est quand même bien. C'est idéal, c'est idéal. Mais le rouge, Voilà. c'est le fil rouge dans le communisme, c'est bien sûr le rouge. Donc, on peut trouver vraiment beaucoup, comme cette photo que j'ai montrée avec. Il y a le mec, il a un drapeau communiste sur la tête avec une chemise rouge et il y a des flammes derrière celui-là qui a le bâton au Népal. Donc, il y a tout, le rouge révolutionnaire et communiste tout en même temps. Est-ce que je peux te poser une question sur l'évolution de ta photographie, ton évolution esthétique de la photographie? Là, tu es sur quelque chose de quand même beaucoup plus géométrique, Ouais. beaucoup plus structuré, peut-être moins sur le vif, moins journalistique, c'est pas le bon terme, mais moins dans l'acte immédiat. Peut-être, comment tu analyses ça? Alors, donc, il y avait un passage, donc il y avait l'influence des photographes que j'ai aimés quand j'ai commencé la photo et l'influence d'AP qui était très, très classique comme style de reportage. On n'a pas beaucoup de marge artistique chez AP, donc je pense, j'ai resté avec AP presque 4 ans. Si j'étais malin, j'ai dû rester que 2 ans pour apprendre tout ce que j'ai pu sur le journalisme, mais pas d'avoir trop
me saturer avec cette esthétique qui est un peu trop premier degré pour moi, en fait. Quand je regarde mes photos que j'ai prises en tant qu'étudiant, ils étaient plus artistiques après AP. Donc, ça m'avait pris un petit peu de temps pour laisser ma créativité repartir un petit peu. C'était quand j'ai commencé à travailler avec les drones, par contre, que ça a vraiment basculé beaucoup. J'ai dit, voilà, c'est pas que mon style perso qui compte, parce que le chemin classique d'un photographe, c'est on est attiré par les photos des grands photographes. On essaie de faire les photos similaires que leurs meilleures photos. Et petit en petit, par les influences, on trouve notre propre voix et notre style photographique. Donc, j'ai suivi ça comme tout le monde. Et quand j'ai pris le drone, mon inspiration, c'était la surveillance. C'était pas Robert Capa ou Henri Cartier-Bresson, c'était les caméras de surveillance. Donc, c'était cette esthétique-là qui m'a inspiré et c'est cette esthétique que j'ai cherché à trouver dans les images. Et depuis ça, chaque fois que j'ai un projet, au lieu de complètement s'imposer mon propre style, j'essaie de trouver un style qui va amplifier l'impact du projet. Donc, quel est le langage photographique ou le langage visuel qui va rendre le sujet plus fort? Ça, j'essaie de trouver. Et parfois, ça implique que je dois commencer de A à Z à apprendre une nouvelle technique de photo, mais je trouve que ça peut être très, très inspirant aussi de renaître dans la photo, d'essayer une technique complètement différente, essayer une nouvelle grammaire et écriture visuelle aussi, c'est très, très stimulant. C'est ce que tu as fait ici avec le drone d'ailleurs. Ouais. On a une question par rapport au drone, justement. J'adore cette image. Quel est l'appareil, quelle est la caméra que tu embarques sur le drone à ce moment-là? Ouais, donc les photos que je montre maintenant, ils sont faits en 2018 sur la frontière mexicaine, mais j'avais commencé une réflexion sur la surveillance, la guerre des drones en 2013. Et en ce moment, il y avait très, très peu de drones commercialisés et il n'y avait aucun qui avait une bonne appareil photo. Donc, la plupart des drones, c'était soit on fabrique soi-même, ou c'est un truc qui est fait pour embarquer un GoPro et pas plus. Et donc, j'ai pris 6 mois à bidouiller avec un drone, à le trafiquer. Et finalement, j'ai essayé le Phantom 1 des DJI, qui était un drone commercialisé en, je pense, 2012 ou quelque chose, ou 2013, il y a très longtemps. Donc, celui-là, en temps normal, avec un GoPro, il avait 10 minutes d'autonomie. Et un GoPro, c'est une image très, très moche. Donc, je dis, quelle est la plus grande appareil photo, surtout la plus grande capteur que je peux monter sur le drone? Et finalement, j'ai trouvé le plus léger appareil photo avec un capteur APS-C. C'est un petit Ricoh, un petit truc japonais qui en plus, il est très, très plat. C'est 21 mm, mais il n'y a pas beaucoup de distorsion. Mais le plus important, il est moins que 250 grammes. Donc, j'ai mis ça sur le drone et j'avais 3 minutes d'autonomie. Donc, j'ai fait tout mon projet avec ce drone, avec 12 batteries que j'ai chargées tout le temps. J'avais 2 chargeurs dans ma voiture. Et donc, ces photos aussi, c'est une drone plus moderne, mais j'ai pris avec mon Ricoh. Alors, l'année dernière, Leica a commencé à faire un partenariat avec un fabricant de drones. Et donc, j'étais un peu sceptique au début. Et donc, j'ai volé mon drone trafiqué avec le Ricoh. Et après, j'ai pris la même scène avec ça s'appelle le Unique H3. Et l'appareil photo avait l'air plus petit, mais en fait, il y a plus de résolution. Les plus plats, j'ai 25 ou 28 minutes d'autonomie avec la nouvelle. Donc maintenant, j'utilise cette nouvelle, mais quand j'ai pris cette photo en 2018, c'était un drone trafiqué avec un Ricoh. Ok. Et tu n'as pas eu de problème avec les forces de l'ordre? Alors, À la frontière? oui, non, par exemple, en Mexique, c'est beaucoup plus souple. Et quand j'ai commencé de faire les photos drone, il n'y avait pas de réglementation drone aux États-Unis. Donc, ça c'est arrivé en août ou septembre 2015. Donc,
avant, c'était un peu le Wild West. Il ne fallait pas que ça tombe sur quelqu'un, mais sinon, il y avait zéro réglementation. En Mexique, c'est plus souple. Il ne faut pas voler près des aéroports comme partout et on ne peut pas survoler les bâtiments du gouvernement fédéral mexicain. Mais sinon, c'est bon. Ce lieu-là qui est affiché sur l'écran, c'est la plus grande port d'entrée du monde entre deux frontières terrestres. Et donc, il est hyper sérieux, bien sûr. Donc là, j'avais embauché un guide sur place. Et lui, il a contacté un ami qui travaille pour un quotidien à Tijuana. Et lui, il a contacté la police à frontière. Et quand j'ai volé, j'avais la police mexicaine à côté avec moi, en fait, pour surveiller que j'ai pas fait une bêtise énorme à ce lieu sensible. Mais pour les autres, dans le désert, il n'y avait pas grand monde. Non, hop, j'ai juste pris mon drone, j'ai fait les photos. Et en fait, le risque en Mexique, beaucoup plus grave ces jours-ci, c'est pas les forces d'ordre, mais c'est les cartels, les narcotrafiquants qui contrôlent certaines zones frontalières. T'as eu des problèmes? J'ai l'impression que tu nous parles du vécu, là. Ouais, enfin, j'ai failli. Alors, en fait, avant, par exemple, ça c'est à Nogales. Avant de faire les photos à Nogales, il fallait prévenir les narcotrafiquants par intermédiaire qu'on était là, qu'on voulait faire les photos. Et après, il fallait attendre 24, 48 heures pour avoir une réponse par un intermédiaire, dire ah, il faut mieux que vous partez, il fait un peu trop chaud dans la zone, il ne veut pas les gens qui se mêlent, ou ils disent non, non, c'est calme, on s'en fout, voilà, vous n'allez pas avoir des problèmes, restez discret, ce sera bon. Ah ouais. Après, quand j'ai dû partir du Nogales à Tijuana, il y a une route. Et cette route longe une zone du désert qui est vraiment très, très rurale. Il y a rien, quoi. Et mon fixeur m'avait dit, c'est vraiment le triangle de Bermude. Si tu arrêtes là, si tu vas vers la frontière, sur les petites routes, les pistes, là, il y a beaucoup de gens qui enlèvement, disparus, machin, ils disent, c'est pas la peine, on n'y va pas. Donc, on va juste prendre l'autoroute, péage. Si on prend, si on n'arrête pas, il n'y a pas de problème. OK, j'ai pris toutes mes photos à Nogales, je prends la route dans la voiture de location, je suis en train de conduire la nuit, péage. Après le péage, 3 km après le péage, pneu crevé. Et c'est la tombée de nuit. Et vraiment, il y avait pas mal de gens sur cette autoroute que, hop, ils tombent en panne, les gens arrivent, ils prennent la voiture, ils utilisent par le narcotrafic au trafic de drogue. Et après, voilà, les gens ne sont jamais retrouvés ou des corps sont trouvés dans les déserts 2 mois plus tard. Donc, mon fixeur commençait à paniquer un petit peu. Il dit, il n'y a pas de problème, on va changer le pneu. J'ai cherché le pneu d'échange, très bien. Sauf, il y avait un serrure de sécurité. Il n'y avait pas de clé. Donc, j'ai réussi Ah, à ouais. enlever 3 vis, 4 vis. Le cinquième était fermé à clé et la clé n'était pas avec la voiture de location. Et je dis, bon, on tente la chance, on reste toute la nuit. J'ai appelé l'agence de location. Ils disent, ah, on peut envoyer quelqu'un dans 4 heures. On sera mort là, dans 4 Ouais. heures, c'est bon. Et je dis, hop, je fais marche en arrière. J'ai traversé de l'autre côté de l'autoroute et sur la jante, j'ai tracé 4 km sur la jante jusqu'au péage. Et, Ah. et voilà. Donc, à 3 heures du matin, Hertz m'a livré une autre voiture et j'ai continué. Donc, c'était Ah hyper ouais. stressant. Ouais. Ok. Ah là. Ouais. Bon, C'était t'étais un avec peu nous. bout dans la ventre pendant plusieurs heures. Quand j'ai vu mon fixeur qui est devenu complètement blanc, j'étais pas content. Voilà. Donc, ça, c'est à Tijuana. Et là, ce qu'on voit dans cette image, j'ai appris quelque chose aujourd'hui qui est très intéressant, c'est que je peux, euh, je peux annoter les photos. Donc, voilà, cette ligne-là, c'est la frontière actuelle. Et là, ce qu'on voit en haut, c'est les prototypes de murs de Trump. Il y a 8 petits échantillons de murs gigantesques et la police à frontière qui est cachée derrière une. Donc, ça, c'est les prototypes qu'il veut utiliser pour faire tout, tout le mur plus tard. Voilà. Enfin, vu comme ça, on dirait plus un grillage.
Ouais, ouais. Le truc, c'est pas mal de théâtre politique aussi, parce que ça fait des années, ils ont construit quelques bouts de kilomètres, ils envoient toutes les caméras. Bien sûr, ça sera jamais le cas. Et quand on voit les images précédentes des voitures, il y a des millions des gens qui traversent la frontière chaque semaine légalement. Donc, les deux pays sont liés ensemble depuis des siècles. Il y a plein de familles, moitié latino, moitié américaines, les gens qui travaillent des deux côtés de la frontière. Donc, l'idée de séparer les deux, comme pendant la guerre froide, c'est complètement fou. Oui, parce qu'on rappelle qu'une des grosses sources de main-d'œuvre, notamment pour l'agriculture, c'est culture et agriculture provient du Mexique. Exactement. Depuis qui pousse l'agriculture en Californie, c'est le cas. Mm. Alors, et ça, c'est la barrière entre les deux pays quand il arrive dans l'océan Pacifique. Donc là, on voit de nouveau la police à frontière en bas à gauche et l'autre côté, c'est Tijuana en haut de la photo. Alors, une parution. Donc, celui-là, j'ai réussi à vendre à Time Magazine, qu'ils ont fait une très belle parution qu'on peut trouver sur Internet. Alors, donc, je n'étais pas encore fini avec l'idée des frontières. Donc, ça, c'est le projet où j'ai vraiment passé beaucoup de temps, qui s'appelle Lines and Lineage en anglais, lignes et lignées. L'album manquant de l'histoire américaine. Donc, quelle était la motivation d'aborder le même sujet, la frontière, d'une autre manière? Alors, moi, je pense que tout le monde, même s'ils ne sont jamais allés, connaît l'idée du Far West, en fait. Tout le monde a vu un western. Là, j'ai mis sur l'écran un parc d'attractions au Suède, thème western. Donc, même un enfant suédois qui n'est jamais allé au Texas, en Californie, il connaît assez par Lucky Luke ou je ne sais pas quoi, qui veut jouer aux cowboys et aux indiens. Donc, c'est complètement dingue comme cet imaginaire, et on est tous habités complètement par cet imaginaire. Donc, comment c'est arrivé que ce lieu qu'on a visité ou pas, on a une image mentale. Voilà, donc il y a la publicité du cowboy iconique américain, comme dans les affiches de Marlboro. Mais ça vient d'où exactement? Donc, si on retrace ça au début, les premières photos étaient prises dans le Far West vers 1849, donc vers le Rouet Vert d'Or, comme ces photos-là. Et avant ça, il n'y a rien. Il n'y a pas des images avant. Donc, qu'est-ce qui est important avec cette date? Avant 1848, toute cette zone était le Mexique, ce n'était pas les États-Unis. Donc là, je vais faire, ça c'est une carte de 1839, donc l'année que la photo était inventée, où il y avait des premiers daguerreotypes, donc c'était possible de faire les photos. À cette époque-là, la frontière est ici, donc qui est aujourd'hui la frontière entre Oregon et la Californie, qui trace, ça c'est un petit coin de Wyoming, la moitié de Colorado, là il va en Oklahoma, ça c'est Texas, et aujourd'hui la frontière entre la Louisiane et Texas. Ça c'est l'ancienne frontière. Aujourd'hui, il est plutôt là. Donc en 1848, la Mexique a perdu la moitié de son territoire, et toutes les photos qui étaient prises du Far West étaient prises après que le Mexique a perdu contrôle. C'était pris par les Anglo-Américains américains, et une mythologie gigantesque est venue dans la littérature et surtout dans les westerns de Hollywood. Mais comment était cette région avant? C'était ça la question que j'ai voulu poser avec ce projet. Si j'ai pu aller au Mexique pendant cette période, à quoi ça a dû ressembler? Donc, j'ai décidé de complètement changer. Alors, ça, c'est une photo de Paris en 1839 pour comparer une daguerréotype. Mhm. Donc, j'ai acheté à Paris une chambre en bois du 19e siècle et j'ai commencé à apprendre à faire les photos sur les plaques de verre avec du collodion humide qu'on doit développer sur place. Donc, c'est le deuxième procédé photographique qui marche bien. Et j'ai commencé à acheter toutes sortes de trucs. Quelque chose qui est assez curieux, c'est que parmi les objectifs que j'ai trouvés, celui-là, peut-être j'ai dans mon studio quelque part, c'est un objectif de projecteur Leica, mais qui ouvre très très grand.
C'est pour un projecteur 6.6 des années 60, mais c'est vraiment une immense caillou, 150 mm f2.8. Donc, c'est à peu près le plus grand objectif que j'ai pu trouver pour 9-12 cm, grand format au 4-5 pouces, comme on dit aux États-Unis. Donc, j'ai appris tout ça et j'ai commencé à faire les photos sur le terrain. D'abord, deux choses. Comment constituer une album photo qui a dû ressembler à celui-là d'époque. Donc, j'ai fait des paysages tout au long de cette ancienne frontière. Donc, j'ai suivi cette carte et j'ai pris les paysages tout au long de l'ancienne ligne entre le Mexique et les États-Unis. Et après, pour trouver des portraits, je dis, je vais trouver les descendants des gens qui habitent dans cette région avant la conquête américaine. Donc, les vieilles familles hispaniques ou amérindiens qui sont là depuis bien avant qu'ils étaient américains. Donc, elle, par exemple, quand j'ai pris sa photo, elle avait 105 ans. Elle est moitié Navajo et moitié hispanique. Elle habite à Santa Fe. Donc, avec l'aide des généalogistes, j'ai pu trouver beaucoup de familles qui habitent la région depuis très longtemps et j'ai pris leurs portraits sur plaque de verre. Il s'appelle Virgile Ortiz. Il est descendant du tribu Pueblo, du peuple Pueblo, qui habite en Nouvelle-Mexique depuis au moins 15 000 ans. Sur combien de temps tu as fait ce travail? Alors, j'ai fait pour celui-là 3 voyages aux États-Unis, dans le Far West. Chaque voyage était à peu près un mois. Donc, au bout de tout, j'avais tous les morceaux de frontières et une quarantaine de portraits. Et tu pars seul dans ces cas-là ou tu as un Non. assistant? Avec ce procédé, j'utilise toujours un assistant. C'est très, très long. Juste pour installer la chimie, en fait, il faut faire un petit labo portatif à chaque fois. Pour chaque plaque de verre, il faut appliquer le collodion, prendre la photo et développer avant qu'il est sèche. Donc, il faut avoir un petit labo portatif. Donc, ça prend une demi-heure pour installer sur place. Et aussi, ça, c'est à peu près le temps de mettre la chambre sur un pied. Et donc, voilà, on travaillait à deux. Toujours ce projet. Et après, la façon que je présente le travail, c'est je mets en diptyque un portrait avec un paysage frontalier. Donc, ce qui est rigolo, ça, c'est un paysage frontalier au Wyoming. Et j'ai trouvé par GPS presque exactement au même endroit où il y avait la frontière mexicaine, qui avait ce mur pour empêcher que la neige va sur l'autoroute, en fait. Donc, c'était juste par hasard. Tu réponds à la... Ouais. Ouais, non, tu réponds à la question de Gaël qui te demande comment tu choisis les paysages en fonction des portraits, en fait. Voilà. Alors, donc, le paysage n'est pas associé avec un personnage qui est vécu au même endroit, parce qu'il faut savoir que la frontière est très, très rurale et la plupart des gens ont vécu dans les villes. Donc, toutes les villes qui portent un nom hispanique aujourd'hui, Los Angeles, Sacramento, Las Vegas, Santa Fe, San Antonio, bien sûr, ça veut dire que ça vient de l'époque mexicaine ou bien avant l'époque coloniale espagnole. Donc, les gens vivaient là, assez loin de la frontière, et moi, j'ai pris la frontière. Donc, j'ai choisi par esthétique les deux photos quand ils étaient mis ensemble comme paire, qu'il y a plus d'émotion, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une petite conversation entre les deux images. Donc, dans mon studio, voilà, j'ai un immense mur avec des aimants et je mets les photos paires. Et je les teste, hop, je garde pendant quelques jours des photos, les diptyques, celui-là, il ne marche pas ensemble. Et j'ai fait ça pendant des mois et des mois jusqu'à ce que j'ai trouvé des photos qui marchaient très, très bien ensemble. Très bien. C'est beau, ça. Et donc, une fois que ces photos sont prises aussi, je fais l'impression argentique sur du papier photo noir et blanc. Donc, ça reste comme un objet avec la matière pour garder cet esprit. Et l'idée, c'est pas de faire les reconstitutions, mais deux choses. Une, c'est de pouvoir imaginer beaucoup plus facile l'époque mexicaine et de nous rappeler tous qu'on n'est pas dans notre imaginaire, tout ce qu'on doit savoir d'une région, d'une passé, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on ne connaît que les stéréotypes ou les mythes.
Donc là, j'ai terminé assez récemment ce projet et donc c'était publié en livre en novembre par un éditeur basé aux États-Unis qui s'appelle Radius Books. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de faire 4 couvertures différentes. Comme il n'y a pas une seule personne qui représente cette époque et les peuples très, très variés de cette région, on a choisi 4 couvertures différentes. Voilà. On peut le trouver bien évidemment en France. On peut trouver en France, donc la Chambre Claire, les endroits qui vendent des beaux livres, les autres qu'on peut commander par Internet, on peut trouver. Donc, il s'appelle très facilement, oui, la photo n'est pas sur la couverture, Lines and Lineage, mais plus tard, on peut mettre dans le chat ou un mailing le nom du livre. Et là, voilà, une parution aussi. C'était publié en Fisheye Magazine en février. Une parution sur le livre et le projet. Voilà, qui me bascule sur la prochaine étape que j'ai dû être en train de faire en ce moment. Si ce n'était pas pour ce horrible virus, c'était normalement, je dois être au Texas en ce moment, en train de filmer un documentaire basé sur ce même thème, basé sur ce livre et ce projet. On a la chance que tu ferais ça avec nous. Oui. Je dois simplement vous prévenir que, donc, comme j'ai dit, la vidéo sera sur notre chaîne YouTube. Là, Thomas nous fait le plaisir de nous montrer un bout de ce documentaire, mais qui, pour l'instant, doit respecter une certaine confidentialité. Donc, je couperai il y a 2 minutes, je crois. Je couperai 2 minutes de la vidéo pour la mettre sur YouTube. Voilà. Ok, donc là j'ai tourné, je ne suis pas expérimenté en vidéo, j'ai fait quelques installations vidéo pour les musées, mais là j'ai vraiment décidé d'apprendre à faire la vidéo comme caméraman parce que j'ai voulu pas faire ce documentaire et qui n'a pas du tout ma signature visuelle non plus, même en mouvement, je pense que c'est important d'accompagner ce projet jusqu'au bout avec la langage visuel. Donc, ces derniers mois, j'ai appris à filmer. Avec quelle caméra? Avec le SL2 qui est sorti au bon moment parce qu'il est très, très performant en vidéo et il accepte tous les objectifs que j'ai l'habitude de l'utiliser depuis les années. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en photo fixe, mon objectif préféré, c'est vraiment le 35. Et j'avais vraiment du mal, toujours, pendant toute ma vie, de faire une bonne photo avec le 50. Et là, quand je passe en vidéo, les 50 et les 75 sont idéales. Les gens, on travaille dans le format 16, 9e, donc c'est un petit peu différent, mais la distance avec le sujet est différente et aussi on peut faire les rappels de points, changer. Donc, c'est bizarre, mais je me sens tout de suite très confortable avec les 50. Et avant, c'était toujours le 35. Et le 35, en fait, j'ai du mal en vidéo. Voilà. Donc, c'était intéressant. Voilà. Donc, je peux vous montrer un petit échantillon. C'est pas monté avec du son, c'est pas du tout final. C'est vraiment un petit montage bout à bout de ce que j'ai tourné début mars au Texas. D'abord, c'est une séquence sur les plaques de verre. Mais c'est la commémoration au Alamo, El Alamo à San Antonio de Texas. C'est vraiment là où il montre le côté officiel de l'histoire du Far West, où les Mexicains sont les mauvais, les cowboys anglo-américains sont les héros. Sauf qu'ils ont oublié de mettre dans l'histoire, c'était pourquoi les Américains battaient avec les Mexicains. La plupart d'entre eux étaient les propriétaires d'esclaves qu'ils ont importés en Mexique depuis la Louisiane et l'Alabama. Et au Mexique, l'esclavage était déjà aboli. Donc, c'était un peu comme un précurseur de la guerre de sécession aux États-Unis. Ils ne battaient pas du tout pour la liberté, comme ils disent pendant les commémorations, mais pour garder l'esclavage. Des questions sur ça avant que je passe à autre chose? Non, beaucoup d'interventions pour dire que tu fais un travail, je vais prendre les termes, belle image, magnifique, très beau, waouh.
Merci. et ainsi de suite. Très bien, très bien. Bon, pour... Pendant le confinement, pardon? pendant le confinement, qu'est-ce que Ouais, tu vas nous pendant le montrer? confinement, qu'est-ce que je fais là? Parce que, ouais, j'ai fait ma commande pour New Yorker, mais sinon, euh, je voyage pas beaucoup. Donc, j'essaie de me motiver. Donc, j'avais mis un petit défi personnel d'essayer un nouveau objectif chaque jour et faire les photos dans les 1 kilomètre autorisés par le gouvernement français en cette période. Euh, en fait, moi, je vois un peu la photo comme un musicien, c'est-à-dire qu'il faut répéter tout le temps. Donc, même quand on n'est pas en reportage, en commande, en projet, pour rester sensible à la lumière et avoir les bons gestes, il faut juste répéter tout le temps. Donc, j'ai pris les objectifs, hop, 1 heure, et je dis, je dois faire une belle photo avec le 28, avec le 135, avec le 35, et voilà. Et ça, c'est un très bon entraînement aussi, parce que si plus tard, voilà, je suis dans une situation, je ne dois pas essayer un objectif, je sais déjà dans ma tête, c'est devenu intuitif. Ce que j'adore dans la photo, c'est que quand je répète quelque chose autant de fois, que je ne réfléchis plus, que ça devient intuitif, que je sais quel geste ou quel objectif ou quel angle, quelle approche je dois utiliser tout de suite parce que j'avais beaucoup fait avant. Donc, j'essaie de rester à peu près J'en bien. pro- J'en profite pour rappeler que Leica France a lancé un concours pendant le confinement avec le hashtag Leica at Home. Et à la clé, d'ailleurs, il y a un très très beau prix à remporter puisque, alors je ne sais plus combien seront sélectionnés, mais les photos gagnantes seront exposées au Leica Store qui se situe rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà. Et voilà. Et je pense que c'est la dernière image que j'ai pour vous présenter aujourd'hui. Donc, je peux. Mais qui est ce jeune homme? Ce jeune homme, c'est mon fils et qui a déjà un appareil photo accroché. Qu'est-ce que J'ai pas c'est le comme droit appareil? d'aller si près à tout le monde, mais mon fils, oui. Bon. Pas de masque obligatoire pour mon fils. Avec Bah, moi. encore une fois, le noir et blanc a toute sa place là dans le confinement. Pardon? Oui, Ouais. en fait, parfois j'aime bien voir le monde en noir et blanc parce que moi je suis en noir et blanc beaucoup plus sensible aux ombres et textures en noir et blanc. Et en fait, en couleur, la distraction est très très facile. S'il y a une couleur qui saute, comme le rouge dans le communisme, hop, souvent on oublie la texture et les ombres parce qu'on est trop focalisé sur une couleur. Donc parfois c'est bien pour moi c'est un peu de refaire les essentiels. J'ai commencé la photo en noir et blanc, donc de répéter les basses et je ne sais pas, comme un guitariste qui refait les vieux accords. Je trouve que c'est un bon entraînement. Parfait. Ça dépend, parfois je le sens la couleur, mais là j'ai décidé de tout photographier en noir et blanc parce que je l'ai senti. On a quelques interventions, notamment on remercie alors Richard qui nous a donné le lien vers ton livre, Merci le Richard. lien Radius Books. Je vais répondre, enfin j'ai répondu à José qui demandait s'il restait des places pour les prochaines conférences. Je vous ai mis l'adresse de l'académie pour m'envoyer un petit mail et comme ça je vous rajoute aux inscrits des prochaines. Je vous rappelle que tout est à retrouver sur le YouTube Leica France. Et puis, j'avais une autre. Oui, il y avait une question de Christophe qui te demandait est-ce que tu as numérisé et catalogué tes négatifs? Oui, j'ai tout numérisé. Alors, attendez, vous parlez des négatifs en plaques de verre de mon projet Lines and Lineage ou tous mes négatifs depuis que j'ai commencé mon carrière? Ça, c'est deux choses différentes. Donc, Lines and Lineage, ouais, j'en ai tous. Voilà, je mets tous mes petits plaques de verre. Ils C'est bien sont tous les négatifs. tout, d'accord, ok. Tout le Lines and Lineage, je vais le montrer parce que je trouve que les négatifs plaques de verre sont très, très beaux. Et si tu n'as pas eu le temps de tout faire, tu as jusqu'au 11 mai. Voilà, donc, petite plaque de verre, c'est comme ça.
Voilà. Et c'est vraiment comme un négatif là-bas. Sur le noir, on voit l'image. Alors, il faut peut-être montrer sur quelque chose de noir. Oups. Ouais, il y a beaucoup de reflets là. On voit un petit peu. Ah ouais. Ou quand c'est dans la lumière, ça devient un négatif et on peut imprimer dans une chambre noire argentique comme n'importe quel négatif. Alors, pas tous mes négatifs. Quand on parle de l'ensemble de mon carrière, quand j'ai travaillé en Peloche 35 poses, j'ai sélectionné mes meilleures images et chaque jour et je scanne celle-là, je ne scanne pas tout. J'essaie de ne jamais jeter les négatifs dans les poubelles. C'est surtout en fait en pellicule que je travaille beaucoup en diapo. Les diapos, comme ils sont séparés, c'est beaucoup plus facile de les jeter. Donc, s'il y a quelque chose qui est vraiment sous-exposé au flou, bah, dans la poubelle, le reste, je garde et les meilleurs, je scanne. Ok. Donc, j'ai pas chaque prise, j'ai que les choisis. Et Florent, par rapport à ça, nous pose la question de comment tu fais ton choix entre travailler en numérique et en argentique. Est-ce qu'aujourd'hui, Euh, tu continues en 24-36 de travailler en argentique de temps en temps? Pas beaucoup, pas beaucoup. Alors, euh, alors je trouvais que ça a pris quand même du temps pour le numérique de rattraper les couleurs, surtout des couleurs diapo Ah bah oui. Mm. que j'adore et qui étaient vraiment mes premières inspirations en couleurs. C'était les photographes qui travaillaient en diapo. Donc, maintenant, c'est faisable un peu, mais il faut appliquer les simulateurs de pellicule en Lightroom ou en Photoshop. Et c'était ça qui est bien avec le diapo, ça sort de la boîte, il est parfait. Il est parfait, parfait. La bonne saturation, le bon contraste, c'est bon. Donc, parfois, je fais des projets toujours en diapo ou s'il y a, par exemple, des formats qui ne sont pas accessibles encore en numérique. J'ai fait un reportage sur la frontière, je suis obsédé par la frontière, sur la frontière nord-coréenne, donc entre la Corée du Sud et Corée du Nord, et aussi la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Et j'ai décidé de faire un mélange des portraits des échappés de la Corée du Nord et des paysages frontaliers. J'ai voulu faire en panoramique, donc avec un X-Pan, que cet format n'existe pas encore en numérique. J'ai fait tout en argentique avec des diapos et des portraits, j'ai fait en numérique. Et à quel moment tu es passé de Canon à Leica en numérique? Alors, en fait, quand j'étais chez AP, mon première année au Panama, c'était toujours en argentique. C'était argentique couleur. Donc, j'ai dû prendre les photos en négatif couleur, les développer, les pellicules moi-même, les scanner et les envoyer le jour même. Donc, j'ai dû arrêter de faire les photos à 14 heures pour avoir les scans prêts à New York à 18 heures. Donc, c'était une énorme Waouh. pression. Donc, à cette époque-là, j'ai travaillé le grand angle avec mon M6, toujours en 35. Et AP m'avait donné un Nikon avec un 300 mm. Donc, j'avais toujours le 35 et le 300. Quand j'ai quitté AP, j'ai décidé d'acheter un Canon en numérique. Donc, on parle de 2003-2004 là. Et donc, cette période au Népal, j'avais pris toutes mes photos dans les zones ruraux avec mon M6 et le 35. Et les photos que j'ai voulu vendre à la presse quotidienne, des manifs au Katmandou, j'ai fait en numérique Canon. Et j'ai continué comme ça jusqu'à que le M9 est sorti. Et là, je suis devenu de nouveau 100% Leica. Parce que le M6, je dis, c'est pas la peine avec un petit capteur APS-C. Mais avec le M9, ça valait la Le peine. M8, tu veux dire? Le M8, c'était pas assez grand le Ouais, capteur. ouais. Donc, Ouais, dès qu'il y ouais. avait un grand format, le M9, j'ai basculé vers le Leica numérique et j'ai vendu mes canons. Très bien. Très, très bien. Il me semble. Ouais, il y a Olivier Touron, qui nous pose la question, enfin qui se pose la question de pourquoi tu n'as pas mentionné National Geographic alors que tu travailles un petit peu avec eux quand même.
Ouais, ça fait quelques années que j'ai pas fait un reportage pour eux, mais oui, j'avais fait plusieurs. Alors, enfin, j'ai pas eu le temps de mentionner tous mes reportages pour Ouais. je pense que j'ai visité 75 ou 80 pays dans ma vie, donc ça Dont serait la une Corée du prochaine Nord, hein, dis-le. vidéoconférence. Donc, le Népal, pardon, le Pérou, j'ai fait un reportage pour National Geographic qui était publié d'ailleurs dans M Magazine ou LFI Magazine. Mhm. Et aussi, j'avais fait un drôle de reportage sur la frontière linguistique belge, aussi pour National Geographic, aussi, je pense en 2012. Mais mes derniers projets en noir et blanc avec les photos prises par drone ou les plaques de verre, en fait, c'est pas du tout dans l'esthétique de National Geographic, où, enfin, jusqu'à maintenant, ils prennent pas énormément de risques visuels. Ils ont un style qui était plutôt bien pour, quand j'ai travaillé en couleur 35 comme pour la lutte continue. Mais pour mes projets drones et tout ça, c'est pas trop leur esthétique. D'accord. Et François nous demande si tu travailles avec le SL2, les Opticam en photo fixe. Alors, en fait, je commence pendant le confinement, mais quand j'ai reçu la SL2, j'ai vraiment utilisé que pour le tournage et apprendre les vidéos. Donc, j'ai passé tout mon temps à essayer d'apprendre les bonnes gestes vidéo. Euh, et comme je suis très confortable avec mon M, voilà, c'était pas la peine de prendre le risque et faire des photos fixes SL2. Maintenant, comme j'ai un peu de temps et j'ai testé pas mal, donc il y a des conveniences et inconvéniences. Déjà, les M, ils sont pas très bien pour les téléobjectifs, donc pour le 75 et plus long, c'est toujours un peu compliqué avec le télémétrique, sauf avec le viseur électronique, mais c'est pas idéal non plus. Et là, je trouve que le SL2, il est vachement mieux sur les téléobjectifs, donc le 75 notamment. Donc, je peux bien imaginer si j'ai une commande un peu comme à l'époque de AP, d'avoir mon Leica M avec le 35 et après avoir un deuxième boîtier en téléobjectif. Mais Mhm. en fait, quand plusieurs fois j'ai regardé mon portfolio pendant mon carrière et j'ai plein d'objectifs, j'utilise toutes sortes, mais mes belles photos, ils sont presque toujours pris avec le même 35. Donc en fait, les autres, je peux presque jeter les autres objectifs dans la poubelle, mettre sur eBay, je ne sais pas quoi. Vraiment 9 photos sur 10 qui sont réussies, pris avec ce format 35 mm, sont pris avec le 35. Euh, donc, c'est pas la peine. Et avec le 35, peut-être j'ai pas passé assez de temps avec la SL2, mais je trouve que je suis toujours plus vite, qui serait plus intuitive avec la M. Mais peut-être si je photographie pendant 2 ans avec la SL2, ça va changer. Mais Mais c'est maintenant, le sûr. M, je connais par cœur, en fait. Donc, Ouais. j'adore d'être ce truc un peu intuitif où je ne dois pas réfléchir, regarder dans un menu, chercher un bouton. Je dois juste observer et prendre la photo. Ça, j'aime bien ça. Il y a un très bon conseil de Jérôme que je connais bien et je vais te donner le même, c'est d'essayer ton 75 1.4 sur le SL2. Ouais, 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 ouais. C'est à tomber par terre. Ok, excellent. Excellent. Mais je pense ces deux ensemble, le Et, 35 sur le M et le et 75. Isabelle, Isabelle est preneuse de tes optiques que tu jetterais à la poubelle, hein. D'accord. D'accord. Par contre, par visioconférence, c'est dur à envoyer, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Je vérifie si nous avons. Si, il y avait toujours Isabelle qui disait que donc, tu avais parlé du M9, mais quels sont Ouais. les autres M numériques que tu utilises aujourd'hui? Bah, la M240 et la M10D, donc le 240 qui est très bien, qui fait aussi un petit peu de vidéo s'il faut, et Mhm. le 10D qui est le M numérique Numérique. sans écran. C'est un peu bizarre comme bête là. Voilà, donc derrière, hop, c'est comme, il n'y a rien. Voilà,
J'ai une housse en cuir d'un boîtier soviétique des années 60, donc c'est un peu bizarre déjà. Mais voilà, il n'y a pas d'écran. Donc, On est toujours dans le communisme là un peu. Hein. ouais, bah, enfin, voilà, à force d'avoir visité tous ces pays communistes, j'ai pas mal de petits souvenirs que j'ai achetés sur place. Comme j'ai acheté un vieux truc soviétique à Cuba. Et en fait, là, je ne sais pas si les ingénieurs en Allemagne ils voulaient faire ça, mais la MDT, il va parfaitement dans le truc. Donc, ça banalise le truc encore plus. Quand je prends les photos avec ça, il n'y a pas d'écran. Il y a le vieux étui en cuir, donc les gens vraiment ne me prennent pas pour quelqu'un sérieux et c'est beaucoup plus discret. Donc ça c'est mon boîtier préféré pour l'instant, c'est le petit M10T. Je vais faire comme si on l'avait pas préparé, mais est-ce que tu as des influences au niveau des livres? Est-ce qu'il y a des livres que tu adores? Beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai fait tout un Oh, comme tas. c'est bizarre, il les a juste derrière Voilà. lui. Alors, donc, parmi les premiers photographes qui m'a touché quand j'étais vraiment jeune et j'ai commencé à avoir une culture photographique, c'était vraiment Brassailles, donc La nuit à Paris, m'a touché vraiment énormément. Et quand je comprends maintenant la technologie photo qu'il avait à l'époque et qu'il a fait tout ça la nuit, je suis complètement bluffé par tout ce qu'il a fait. Après, pour Je l'instant, t'arrête une seconde, c'est juste pour que les gens n'aient pas peur, mais on va faire un petit fichier, un petit recueil de toutes les bibliographies annoncées par les photographes que je vous enverrai par la suite. Voilà. très bien. Donc, Brassailles, c'est une photo poche là, mais il y a des autres, des beaux livres plus grands de Brassailles à Paris. Alors, pour la couleur, un photographe qui est très connu pour ses photos National Geographic, que j'adore, William Albert Allard, un photographe américain qui travaille travaillait en Kodachrome, vraiment sublime. Donc ça, c'est une photo qu'il a prise au Panama en 1969. Est-ce que... Alors, essayer de faire sans trop le reflet. Ouais, c'est très beau. Très, très beau. Donc, très, très sensible à la lumière, les couleurs, les nuances, vraiment très, très humain. Je pense aussi c'était les Leica M et du Kodachrome. Donc ça, c'était vraiment première grande inspiration. Couleur aussi. Côté belge, Harry Grouillard, grand coloriste aussi, que j'adore son façon de traiter la couleur. Made in Belgium, publié en 2000, c'est génial aussi. Alors lui, il est vachement moins journalistique, mais esthétiquement canon. J'adore, ça c'est mes photos préférées, sur la quai à Ostende en Belgique, magnifique. Un photographe Leica aussi. Hein. Ouais. Alors, vous connaissez peut-être beaucoup, mais Alex Webb aussi. Et là, ça, c'est un livre fait avec sa femme, Rebecca Norris Webb, à Cuba. Fait par Redis Books aussi, mon éditeur, qui est sublime. Donc, lui, j'adore quand il travaille les zones négatives, c'est-à-dire la partie noire de la photo. En fait, encore plus quand il faisait ça en diapo, parce qu'on ne peut rien récupérer en Photoshop. Et donc, il laissait les parties noires immenses dans la photo, que j'adore, qu'en numérique, plus personne ne fait ça maintenant. Je trouve ça un peu triste. Un petit bijou comme livre que je ne sais pas si vous pouvez vous trouver, mais c'est magnifique. Ça s'appelle Wonderland de Jason Eskenazi. Il a photographié aux Union soviétique, tout en noir et blanc. Reportage classique avec beaucoup d'humanité. Regarde cette image. Vraiment magnifique. Très, très humain, toujours très bien cadré, bonne distance. Super. Donc, Wonderland de Jason Eskenazi. Alors, mon photographe de guerre préféré. Wow. C'est Larry Burroughs, un photographe britannique. Donc, ça, c'est son livre sur le Vietnam. Incroyable, vraiment incroyable.
photographié aussi probablement en Kodachrome, mais des trucs vraiment complètement fous. Au niveau d'accès, au niveau de sensibilité humaine, au niveau de travail documentaire. Travailler aussi en noir et blanc et en couleur, les deux. Et je pense, pour moi, c'est mon livre des guerres préféré. Il y a des images très très dures aussi, mais ça capte vraiment l'enfer de la guerre. Oups. Voilà, donc Larry Burroughs. Alors, pour le communisme aussi, quelqu'un qui m'a inspiré aussi, un autre photographe belge, Karl de Keyser, qui a fait Homo Sovieticus, tout en noir et blanc, en moyen format. Les photos parfois un peu surréalistes ou absurdes, comme ça, très bizarre. Donc, ça c'est super aussi. Et un autre photographe belge qu'il faut connaître, c'est Stefan van Vletteren, qui a fait Belgicum. Il est vraiment un super portraitiste aussi. Mais ce livre mélange le reportage et les portraits tout en noir et blanc. Alors, c'est un peu longtemps. Il va sortir toute la bibliothèque. Il y a une œuvre collective de mon agence aussi, avant que j'étais membre, qui n'est pas mal, Questions Without Answers par les photographes de Seven, avec Alexandre Boula, Gary Knight, Christopher Anderson, vraiment des super images aussi. Et voilà, ça c'est un peu mon tour des livres photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va rester en ligne quelques secondes pour voir s'il y a de nouvelles questions. Il y a une question d'Edith qui te demande si tes photos de Guantanamo étaient publiées dans un livre. Ils n'étaient pas publiés dans un livre. À l'époque, j'étais salarié de AP, donc je n'ai pas les droits moi-même. Donc, si je fais ça, je dois faire ça en coopération avec AP, qui, comme c'est une agence filière, ils ne prennent pas beaucoup de positions politiques. Ils essaient de rester journalistiquement très neutres comme tous les agences filières. Donc, c'est peut-être pas le meilleur partenaire pour un livre Guantanamo, ou peut-être je peux négocier avec eux et faire mon propre truc, mais je n'ai pas fait. D'accord. Mais est-ce qu'elles sont visibles tout de même quelque part? Pas facilement. Il faut faire des heures de recherche sur Internet, mais en fait, avec AP, c'était vraiment publié bout par bout pour accompagner les textes ou les actus. Donc, ils n'ont jamais mis ensemble cette série que j'ai voulu faire, ou que j'ai fait, mais qu'ils n'ont pas mis ensemble entre la recherche des détenus. J'ai même photographié dans les prisons à Kandahar, beaucoup de situations en Afghanistan et des situations variées dans la limite des contraintes à Guantanamo aussi. Ok. Bien, écoute, alors, je vois qu'il y a beaucoup tu vois, qui défilent plus vite que je peux lire. Il y a une question de Ojos sur le questionnement, enfin, par quel questionnement tu peux passer pour te trouver en tant que photographe. C'est-à-dire La remise en question, sans doute, hein, j'imagine. En tant que photographe, comment tu vis ton métier. Tu as reparlé de passion tout à l'heure. Ouais. Tu parlais aussi de l'entraînement comme un musicien, répéter ses gammes. Enfin, voilà, quelle est toute la meilleure ton façon pour environnement moi psychologique? meilleure façon pour moi de s'exprimer ça, c'est un peu la photo, c'est un langage pour moi. Donc, c'est une façon de communiquer parfois beaucoup plus efficace que les mots.
Aussi, je pense qu'il y avait la photo a joué un rôle important que contrebalance ou trouver un équilibre après avoir étudié la philo. La philo reste très très abstrait. Donc on peut voir les idées qui sont très très beaux, magnifiques. Et en même temps, avec la photo, on est forcé d'être confronté avec la réalité. Il faut rencontrer les gens. Donc, une idée comme le communisme, hein, par exemple, qu'en idéologie ou purement philosophique, a l'air beaucoup mieux que les autres idéologies, à l'encontre avec la réalité, on voit quelque chose de complètement différent. Donc, pour moi, la photo, c'était un peu une réponse à ce qui a manqué dans mes études, aux idées un peu trop cérébrales. Donc, ça m'a forcé un contact avec la réalité. Et après, je pense, mon démarche, la façon que je fais, c'est je trouve un sujet que je suis curieux d'apprendre beaucoup plus. J'apprends le maximum, c'est-à-dire la recherche et aussi aller sur place, le terrain. Et une fois que j'ai quelques réponses, je transmets ça par la photo. Donc, c'est un peu comme ça, et ça répète, en fait, avec chaque nouveau projet. Très bonne réponse. Bon, eh bien, écoutez, il va être. Il y a Richard Bonnet qui a posé une question. Ah, pardon, parce que j'ai Pourquoi mon la assistante à fondation côté de moi. Doc, la photo est de moins en moins rentable. Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne question de Richard. Finalement, aujourd'hui, peut-être une malheureuse question, mais la question est pourquoi es-tu passé au doc j'en conclus au doc filmé. Est-ce que la photo est de moins en moins rentable? Ou est-ce que c'était une autre façon de t'exprimer? Je pense que les deux sont vrais. Moi, je passe au doc parce que c'est une autre façon d'exprimer, une autre façon de trouver une nouvelle audience, une autre façon d'explorer un sujet qui me passionne. Et en fait, ça me stimule aussi d'apprendre les nouveaux techniques visuelles, comme apprendre à piloter le drone, apprendre le colorimétrie. Maintenant, je suis vraiment en train de prendre le mouvement et je trouve ça très, très stimulant. Mais à côté de ça, c'est pas la motivation, mais on peut dire que la photo documentaire est en crise perpétuelle depuis que j'ai commencé. Donc, je pense qu'il est en chute libre depuis le moment que j'ai pris ma première photo. Donc, je suis bien habitué maintenant. C'est bien quand il y a un autre médium qui est moins en crise ou qui n'a pas les mêmes pressions financières. Mais voilà, on ne serait jamais. Netflix va peut-être remplacer les chaînes de télévision. Voilà. Donc, je ne fais pas ça par calcul économique, mais en même temps, il faut que je gagne ma vie par mon métier et c'est beaucoup plus facile quand les budgets sont plus généreux. On a une question par rapport aux agences, notamment. Donc, tu as travaillé pour AP, Ouais. tu étais dans l'agence Seven. Ouais. Aujourd'hui, tu travailles en solo. Est-ce que. Je suis toujours avec l'agence Seven Manon, mais en fait, avec mon style de photo, j'ai pas vraiment besoin d'une agence pour vendre les images. En fait, souvent mes projets ils sont un peu trop conceptuels ou difficiles à expliquer, que juste mettre ça dans un mailing ou sur une page internet d'une agence, ça va pas se vendre. En fait, souvent je dois avoir un contact direct avec le rédacteur et, et expliquer mon projet ou expliquer mon idée. Les agences, ça marche très bien quand on a peu de contacts et on a des photos qui vont vendre tout seul, mais il faut juste qu'ils soient visibles. Donc, je parle de la côté transactionnel de l'agence. Après, il y a tout un autre côté de l'agence que je trouve très bien chez Seven, c'est le côté collectif et communauté. Donc, je vends très peu de photos par Seven, je reçois presque jamais des commandes par Seven, mais je reste vraiment beaucoup en contact avec mes collègues de Seven. Ce qui est bien, c'est que dans l'agence, il y a des photographes beaucoup plus âgés que moi et beaucoup plus jeunes. Et c'est-à-dire que tous les photographes, ils vivent un peu la même chose pendant leur carrière. Il y a des passages du tout le monde. Quand est-ce que je dois embaucher un assistant? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses qu'on peut apprendre des expériences des autres.
Et si on n'est pas dans une structure collective, on est en compétition. La photo documentaire est vraiment très, très compétitive. Une abri de ça, c'est d'être en collectif avec les gens de confiance. Donc, moi, je trouve que les gens de Seven, ils ont des passés très, très riches. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont très, très généreux. Donc, j'adore ce partage entre nous. Mais au niveau, s'il n'y avait pas une agence de jour au lendemain, ça n'avait pas changé ma vie maintenant dans ce stade de mon carrière. Ouais, mais c'est peut-être justement ces échanges avec des visions différentes, avec des vécus différents qui sont très enrichissants. C'est peut-être aussi ce qu'on cherche dans une agence. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça dépend des agences. Moi, j'ai pas eu ça chez AP, bien sûr, parce qu'on est contact que avec le bureau central à New York. Là, il y a, en Seven, le truc, il est plus ou moins géré par les photographes et quelques salariés. Donc, on est toujours beaucoup en contact. De temps en temps, on fait des projets collectifs. Par exemple, quand le virus est arrivé, on a vraiment partagé beaucoup avec les conditions de travail, qui pouvait faire quoi, la fait qu'on ne peut pas se déplacer, peut-être on peut faire un truc en réseau ensemble. Donc, il y a des avantages qui sont vraiment au-delà de le côté un peu transactionnel des agences photo. Ok, très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il y a un type de photo que tu n'aimes pas ou que tu ne comprends pas? C'est une question de pour Ria, donc je ne sais pas quel est le… Type de photo, il y a plein de types de photos que je ne comprends pas en tant que photographe, que je ne suis pas capable de faire. Ça, c'est autre chose. En fait, il y a des Enfin, problèmes. quand on J'aime sait, bien répéter. Pardon? quand on sait faire de la chambre aux collisions dans le désert, normalement, on est On capable peut de tout toujours faire. tout apprendre. Donc, c'est ça que j'adore. J'adore toujours apprendre les nouvelles choses. J'adore toujours être étudiant, même au bout de 21 ans de carrière, d'apprendre les nouvelles techniques. Ça, j'adore. Après, d'avoir trop répété les mêmes gestes aussi, ça peut freiner. Par exemple, d'avoir fait autant de photos documentaires, j'ai du mal à demander à les gens de poser, en fait, de poser les gens à faire les mises en scène. Ouais. C'est très compliqué pour quelqu'un qui a l'habitude de que observer et attendre le bon moment de faire la photo. En fait, les deux vont un peu à l'opposé. Donc, si on est hyper bien être observant, on est trop discret pour donner les ordres à tout le monde ou les suggestions à les gens. Donc, j'étais vraiment mauvais en portrait, on peut dire mauvais en portrait avant que j'ai commencé ce projet avec le collodion. Et c'était grâce à cette technique qu'on est forcé à être très lent et passer beaucoup de temps. Et si on rate la plaque, hop, c'est 25 minutes dans la poubelle, on doit recommencer, que j'ai commencé à vraiment faire gaffe à les petits gestes, les reflets dans la lumière, comment le visage est tourné. J'ai commencé à observer dans une façon que je n'ai jamais fait avant grâce à ce projet. Donc maintenant, je suis mieux en portrait que j'étais avant, mais voilà. Donc il y a des choses que j'apprends. La photo de mode, je n'ai jamais fait. Les mises en scène, je n'ai jamais fait. Donc pour l'instant, je suis mauvais. Mais ce qui est bien, c'est j'ai pas des idées fixes, donc je suis toujours volontiers à apprendre des nouvelles choses s'il y a un lien qui peut me passionner, s'il y a un sujet qui peut m'inspirer là-dedans. Je ne suis pas attaché à une seule technique ou façon de photo. Ce qui compte pour moi, c'est de trouver un sujet qui est intéressant. Ok. Dis-moi, j'ai souvenir que tu m'as montré un bout de film que tu avais fait au drone autour de la frontière mexicaine. Tu as fait un film là-dessus. Oui, Est-ce qu'on peut le voir quelque part? Est-ce qu'il est visible sur une plateforme oui. Donc, il est visible sur mon site web, donc je vais très vite ouvrir. Donc ça, c'était pour faire une installation vidéo. Donc, il était exposé dans le Museum of Contemporary Photography, MOCP, à Chicago, aux États-Unis. Je vais trouver, après, je vais mettre ça dans le petit fenêtre de chat. Voilà, j'ai trouvé. Il était exposé aux expos à Paris aussi. Alors, hop. Copier, coller. Donc, c'est dans la fenêtre de chat. Donc,
ça, c'est un peu une étape intermédiaire pour moi aussi entre le langage cinéma ou vidéo et photo. C'est celui-là, c'est presque comme une photo qui bouge un petit peu en fait. Et ça coupe un peu voilà, entre l'image fixe et vraiment ces grammaires vidéo qui est très, très différent. Euh, donc, avant de passer vraiment à apprendre à faire la vidéo, c'est vrai qu'il y avait des petites étapes intermédiaires parce que presque chaque appareil photo peut filmer comme caméra. Aujourd'hui aussi, il peut faire les deux. Voilà. Donc, c'est pas très long celui-là, si vous regardez. Il est 3 minutes, mais c'est très complet. C'est hypnotique un peu, cette installation vidéo. Merci, Monsieur Leban. Mon micro était éteint. Ouais, donc je disais simplement qu'effectivement sur ton site, on voit une bonne partie de ton travail, tes petits films aussi. Il y a tes livres aussi dessus? Ils sont Oui, référencés? il y a, bah, voilà, il y a un lien qui s'appelle Books quelque part où on peut acheter La lutte continue dans toutes les langues et commander Lines and Lineage directement de mon éditeur aussi. Parce que Je te laisserai le temps que tu projet cherches communiste, aussi. il était édité en allemand, en français et D'accord. en anglais. Richard qui te donne son adresse mail, je te laisserai la noter. Richard Bonnet, un peu plus haut dans le. Peut-être. Ouais, Ah, je vois. qui est journaliste justement rubrique photo pour Arte. Donc, Arte, ok. Très bien, merci. C'est gentil. Je vais noter ça avant que je ferme ma fenêtre et tout disparaît. Jérôme, avec grand plaisir pour la bière belge de déconfinement. Très bien, très bien. Ma famille, du côté belge, ma famille sont des brasseurs depuis très très longtemps. Donc, il y a. Alors attends, si je calcule bien, donc tu as été dans le chocolat et tu as de la Ouais, je famille. peux être dans la bière aussi. Hein. Oh là là. Mais ça, c'est pour le prochain voyage en Corée du Nord. Faut pas les dire. Hein. Ouais. Il est sur Ok. YouTube, cette vidéo. Trop tard. Mais t'inquiète, Kim pourra pas le regarder puisqu'il sera chez le coiffeur à ce moment-là. Ils sont fermés en Corée. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et peut-être à mardi. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous ai remis, si vous remontez dans le chat un peu plus haut, l'adresse de l'académie.france@leica-caméra.com pour me renvoyer un petit mail si jamais vous vouliez participer aux autres conférences. Toujours du mardi au jeudi à partir de 18, du mardi au jeudi, mardi et jeudi. Sinon, ça serait des très longues conférences. Et tout ça à partir de 18h jusqu'au 7 mai pour l'instant. Et nous verrons ce que nous ferons après le 7 mai. J'ai l'impression que ce sont des formats qui plaisent à beaucoup. Donc, sans doute que nous en programmerons d'autres. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à 8h sur les balcons pour applaudir. Voilà. Bonne soirée et grand merci, Emmanuel. Merci à tout le Non, monde. c'est nous qui te remercions. C'était génial. Voilà. Ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.